sur Tendance économique, un magazine de reportage et d'analyse des enjeux de la croissance économique sur le continent africain. Le retrait de l'organisation de la CAN 2019 a provoqué un séisme dans les milieux des affaires au Cameroun. La décision de la CAF est un coup dur pour des entreprises ayant consenti de lourds investissements dans l'espoir de les rentabiliser durant la Coupe d'Afrique des Nations prévue initialement au Cameroun. Le gouvernement en avait même fait sa priorité dans l'élaboration du budget 2019 pour prolonger l'analyse des causes profondes de ce retrait de l'organisation de la CAN 2019 au Cameroun et ses conséquences socio-économiques. Je reçois sur ce plateau un économiste de haut vol, Paul-Alphonse Sopor. Bonsoir. Bonsoir, bonsoir Cédric Mouffelé. Je précise que vous êtes un ancien député, économiste également. Vous avez suivi cette décision de la Confédération africaine de football qui retire l'organisation de l'édition 2019 de la CAN au Cameroun. Comment avez-vous réagi? Comme tout Camerounais fier de sa nationalité et de son appartenance à cette patrie, effectivement, j'en ai été meurtri. J'ai passé ce vendredi-là comme, je ne dirais pas dans la gaieté ou bien dans la réflexion, mais beaucoup plus dans la tristesse. Parce que nous attendions tous notre CAN, c'était notre CAN. Nous avons reçu des assurances et paf, on nous dit que la CAN nous est retirée. Vous comprenez que ce jour-là, tout Camerounais digne de ce nom ne pouvait pas bien dormir. Parce qu'il y a tellement d'interrogations sur cette organisation que nous nous sommes posé beaucoup de questions. Et je pense que jusqu'à aujourd'hui, nous nous posons ces questions. Que s'est-il réellement passé? Alors, la décision du comité exécutif de la CAF s'appuie sur le retard observé dans la construction des infrastructures destinées à cette compétition. Comment expliquer cela? Pourtant, depuis 2014, le Cameroun est au courant qu'il est le pays qui doit abriter cette édition 2019 de la CAN. Oui, avant d'arriver à l'analyse des causes, moi, je voudrais quand même dire un mot sur le type d'organisation que veut la CAF. Lorsque vous lisez le cahier de charge, on vous dit qu'il faut au moins 2 stades de 40 000 places. Il faut 2 stades de 20 000 places. Nous sommes dans des pays africains. Nous ne sommes pas en Europe. Donc nous sommes dans des pays très très pauvres et qui ne peuvent réaliser un tel projet qu'en s'endettant. Or, nous savons que l'endettement pour nos pays est encadré. Dans ce sens qu'il y a un taux, il y a un seuil qu'on ne vous permet pas de dépasser. Or, les investissements tels que nous les avons vus, nous sommes à peu près à 3 000 milliards d'investissements. 3 000 milliards pour un budget de 4 000, je ne sais plus, 800 millions, 4 800 milliards. Vous voyez que ça fait déjà beaucoup. Donc, la CAN a intérêt à revoir son cahier de charges, parce que la CAF a intérêt à revoir son cahier de charges, sinon je ne vois pas de pays africain digne de ce nom, capable d'organiser une CAN telle que la CAF le veut. Alors, dans le nouveau cahier de charges, on parle de 6 stades qui doivent être prêts pour abriter les différentes phases finales éliminatoires de cette compétition la plus prestigieuse sur le continent africain. Et voilà que le Cameroun avait accepté de relever ce défi lorsque le nouvel exécutif de la CAF est arrivé à la tête de cette confédération africaine de football. Et aujourd'hui, en 2018, à 7 mois de la CAN, le Cameroun se voit retirer l'organisation sur les causes profondes de ce retrait de l'organisation de la CAN au Cameroun. Quel est votre diagnostic? Il faut dire que nous étions dos au mur lorsqu'on nous dit vous passez de 16 à 24 clubs et que voici quelles sont les nouvelles exigences quant aux infrastructures. Nous étions dos au mur. On avait une seule solution. Reculer, 2 choix. Reculer ou ne pas reculer. Or, tous les Camerounais savaient déjà qu'en 2019, le Cameroun organiserait la CAN. Donc, le gouvernement ne pouvait pas faire autre chose que de dire « Ok, nous nous jetons à l'eau ». Malheureusement, vous savez que
ça a été organisé, la décision a été prise en 2014, mais sous un cahier de charges souple qui nous permettait effectivement de tenir. Le gouvernement n'a pas eu la présence d'esprit de voir que les exigences ont changé et qu'il fallait adapter l'organisation interne pour pouvoir réaliser effectivement cette compétition. Comme d'habitude, je suis de ceux qui disent que le linge sale se lave en famille. Vous comprenez? Mais reconnaissons quand même que, comme d'habitude, et la décision que vient de prendre notre gouvernement quant à la calmie de cette affaire prouve que le gouvernement reconnaît des torts. Mais seulement, même si le gouvernement reconnaît des torts, il ne nous appartient pas à nous de salir notre pays tel que nous l'avons entendu tous ces jours à travers tous ces médias. Mais il nécessite néanmoins d'identifier les anomalies, les dysfonctionnements dans les différentes structures qui ont été créées pour organiser cette compétition. Il y a eu un comité local d'organisation de la CAN, il y a eu un comité de pilotage qui a également été créé et logé dans les services du Premier ministre. On a vu le secrétariat général de la présidence de la République s'activer également pour des procédures de gré à gré afin d'accélérer les travaux sur les infrastructures destinées à la CAN 2019. Pourquoi ça n'a pas marché? Ça n'a pas marché tout simplement parce que, effectivement, dans une organisation pareille, il y a l'organisation opérationnelle et l'organisation stratégique. L'organisation opérationnelle a été confiée au ministre chargé des Sports. Maintenant, on confie l'organisation stratégique à des gens qui n'ont rien à voir avec le sport. On comprend aussi que certainement la présidence de la République a voulu avoir un droit de regard sur tout ce qui se passerait. Malheureusement, le secrétariat général de la République est devenu aussi bien opérationnel que stratégique. À partir de ce moment-là, il n'y avait plus de concordance de vue entre celui qui était chargé de l'opérationnel, dont le ministre des Sports, M. Bidoum Pat, et ceux qui étaient chargés de l'organisation stratégique, donc le secrétariat général du Premier ministère et le secrétariat général de la présidence. Et il vous souvient qu'il y a eu quelqu'un qui est passé par là, par le secrétariat général de la présidence, et qui avait déjà ficelé le dossier. Malheureusement, ou bien, bon, pour d'autres causes, on l'enlève de là, et lui, il envoie le dossier au secrétariat général de la présidence. Le secrétaire général de la présidence est devenu en même temps organisateur opérationnel et organisateur stratégique. Ce qui fait qu'il y a eu une brouille entre les deux, et les trois même d'ailleurs, puisque le premier ministère qui avait changé de secrétaire général était toujours impliqué dans cette organisation. Donc vous voyez qu'à partir de ce moment, et les rapports que recevait le président de la République de ces deux collaborateurs principaux, parce que ce sont des collaborateurs principaux, aussi bien le secrétaire général du Premier ministère que le secrétaire général de la présidence de la République. Ce sont des collaborateurs principaux. Le président de la République, mais même le Premier ministre, comme tout bon dirigeant, ne pouvait se fier qu'au rapport de ces deux collaborateurs. Parce que là, ce sont des postes dans lesquels on ne met que des hommes de confiance. Malheureusement, je dirais qu'ils ont été trahis par ces hommes de confiance. Comment expliquer cette absence de synergie gouvernementale autour d'un projet commun avec des objectifs précis? Est-ce qu'ils ont réellement existé, un cahier de charges confié à ces différentes structures locales avec une feuille de route et des indicateurs d'évaluation? Non, c'était ce que vous évoquez, comité local. Le comité local n'avait pour ce rôle que de se rendre compte que les travaux avancent ou n'avancent pas. Vous comprenez? Mais ceux qui dirigeaient en réalité les travaux là, c'est le secrétariat général du Premier ministère et le secrétariat général de la présidence de la République. M. Bidoum Pat était devenu un simple opérateur. Et vous avez vu qu'à un moment, lui-même se réveillait pour dire, mais attendez, mais qu'est-ce que moi je fous là? Il a dépensé 800 millions pour avoir des véhicules, soi-disant pour la surveillance des travaux. Vous comprenez? C'est-à-dire chacun, vous me demandez ce qui a coincé, mais il n'y a pas du gain. C'est un marché énorme. C'est un marché énorme qu'il ne fallait pas confier à deux individus. C'est un marché énorme et il fallait mettre en place un comité interministériel pour la gestion
d'un marché pareil. Mais le président de la République, ayant confiance en son secrétaire général, lui a confié ce marché, le secrétariat général du Premier ministère aussi. Et il faut dire qu'il venait de la présidence. Le secrétaire général du Premier ministère lui-même venait de la présidence. Lui, Paul Motazé, étant parti, ayant confié le dossier à la présidence, mais ce sont ces deux qui se sont assis sur le dossier et ont géré comme si ils étaient en même temps opérationnels. Ce qui fait que les procédures de passation de marché, étant donné qu'ils ont convaincu les autorités, ils ont convaincu le chef de l'État, ils ne pouvaient même plus respecter les procédures de passation de marché. Des procédures d'urgence de gré à gré qui étaient censées permettre de trouver des entreprises compétentes pour réaliser les infrastructures attendues pour cette CAN, mais le constat fait par la mission d'inspection était l'énorme retard dans la construction de ces infrastructures. Pourtant, toutes les garanties et les assurances avaient été données à l'opinion publique. C'est tout à fait normal, parce que lui, Paul Motazé, en partant du Premier ministère, avait déjà bouclé le dossier. Si vous voulez, les prestataires avaient déjà été choisis. Le dossier, il va à la présidence. Lui, Paul Motazé, n'est plus au Premier ministère, donc le dossier lui échappe. Au Premier ministère, maintenant, il y a quelqu'un qui vient de la présidence, donc qui a travaillé avec M. Ngongo. Il y a M. Ngongo lui-même qui est là-bas. Donc, c'est tout à fait normal. Ils prennent le dossier en main et ils se mettent à chercher de nouveaux prestataires. C'est-à-dire qu'ils passent de nouvelles procédures de marché. Pour un dossier qui avait déjà été bouclé en 2015, hein. Nous sommes là en 2015. Le dossier avait été bouclé, mais ils se mettent encore à chercher des nouveaux marchés, à chercher des nouveaux prestataires, à créer des marchés, à créer des besoins qui n'avaient pas été définis pour l'organisation de la CAN. Vous comprenez que, bon, ces causes endogènes, je n'aime souvent pas en parler parce que c'est comme si je lavais mon linge sale devant tout le monde. Je vais me le laver en famille. Mais seulement, nous sommes sur un point, à un point qui fait que la honte, elle est bue par nous tous. C'est nous tous qui avons honte aujourd'hui à cause des agissements de certains que nous voulons protéger. Est-ce que ces actes que vous venez d'évoquer correspondent aux normes en matière de management d'un tel projet qui a une envergure continentale? Non, effectivement, les normes ne sont pas respectées. Déjà, vous vous rendez compte qu'en 2016, on dit on ne respecte plus les procédures de passation de marché. Ça veut dire à partir de là, les normes ne sont plus respectées. En 2016, on décide que maintenant, on passe ce marché en situation d'urgence. Donc, ça veut dire que tout peut se passer. Et c'est ce qui s'est passé. On vous a amené de nouveaux opérateurs. C'était de nouveaux prestataires qui ne figuraient pas dans le premier document laissé par lui, Paul Motazé. On se met à chercher des gens. Et vous vous souvenez, je prends le stade de Gaba. Vous vous souvenez qu'il y a eu une polémique sur le prestataire. Personne ne connaissait ce monsieur comme prestataire pouvant remplir des obligations de ce genre. Bon, mais on l'a imposé. On l'a imposé. Et tout le monde a accepté. Et un beau jour, on vous dit qu'il y a une dalle qui a basculé, il y a une dalle qui s'est écroulée. Bon, on ne vous dit pas pourquoi. Les ingénieurs ont pu expliquer comme ils ont pu le faire. Donc, c'est pour vous dire que l'orthodoxie en matière de gestion d'un tel projet, d'un projet d'une telle envergure, n'a pas été respectée. Elle n'a pas été respectée tout simplement parce que je ne dirais pas que c'est le peuple des Camerounais. Non, ça, je me le refuse. Parce que des hommes en qui on a fait confiance, des jeunes, et il faut le dire, ils ne sont pas vieux, des jeunes en qui on a fait confiance ont voulu en faire à leur tête et se sont dit, c'est notre tour aussi d'avoir quelque chose. Alors, ces prestataires, ces entreprises chargées de réaliser les travaux de construction des infrastructures sportives se sont plaints également de nombreux blocages administratifs, de l'absence de paiement des décomptes pour pouvoir réaliser les travaux sur le terrain. Est-ce que ces problèmes administratifs, ces lourdeurs administratives ont également joué en la défaveur du Cameroun? Les lourdeurs ne sont seulement pas administratives, elles vont être financières. Puisque vous voyez que dans tout ce que nous décrivons, le ministre des Finances n'y est pas. Il est en dehors. On lui demande seulement de caisser. S'il a la possibilité de caisser. Parfois, on peut même ne pas lui dire pourquoi est-ce qu'il faut décaisser. On dit c'est urgent, il faut décaisser. Tout est passé
dans cette optique d'organisation de la CAN. Ce qui était nécessaire, ce qui n'était pas nécessaire. Regardez Cédric Noufélé, si ça avait été préparé, pensez-vous logiquement que nous aurions eu envie, que nous aurions eu besoin d'importer des préfabriqués? On n'en aurait pas eu. C'est l'une des images qui a le plus scandalisé les Camerounais. Au moment où il y a 4 cimenteries installées dans le pays, lorsque vous voyez ces éléments préfabriqués importés des pays ou originaires des différents prestataires qui estiment qu'il faudrait aller vite pour respecter les délais impartis pour livrer le chantier, est-ce que cet argument tient, selon vous? Oui, parce que là, c'était un cas d'urgence. Or, on aurait dû le préparer. Moi, je vais vous dire, quand j'étais au ministère de l'Industrie, nous avions un projet. C'est le béton précontraint. La cité verte a été construite à partir du béton précontraint. Peut-être ça, les gens ne le disent pas. La cité de Bonham Sadi a été construite à partir du béton précontraint, fabriqué sur place. Et on avait un projet de fabrication de ce béton précontraint pour changer un peu les habitudes de construction de nos logements. Bon, comme toujours, le projet a disparu. Donc, c'est pour vous dire que si on avait pris des dispositions à temps, ce béton précontraint, on l'aurait fabriqué ici, on aurait non seulement créé de la main-d'œuvre, on aurait gardé nos devises ici sur place et on aurait pris moins de temps que ce que nous avons pris, attendre que les bateaux arrivent, attendre qu'on le fabrique d'abord en Italie, attendre. Vous voyez, c'est toute cette organisation-là qu'on a laissée entre les mains de 2 personnes. Mais pas entre les mains d'une organisation. Et sur la question des financements de ces infrastructures sportives, précisément sur ce volet, on a vu qu'il y a eu des emprunts non concessionnels qui ont été signés avec des banques commerciales en Italie, en Turquie, pour pouvoir bénéficier des fonds nécessaires afin d'engager les travaux de ces 2 grands complexes sportifs attendus à Douala et à Yaoundé. Okay. L'impact de ces emprunts non concessionnels a des taux d'intérêt assez élevés? Et bien sûr que nous ne pouvons même pas contrôler. Vous avez bien parlé des taux non concessionnels. On ne peut pas les contrôler. Et ce qui blesse, et nous avons toujours parlé de la qualité de cet endettement-là. Nous nous endettons donc pour faire travailler les entreprises extérieures. Parce que cette entreprise qui a fabriqué ce béton précontraint, mais c'est elle, en réalité, qui a pris tout l'argent. Nous avons pris quoi? Nos petits ouvriers qu'on embauche là, 60 000 francs, 100 000 francs, c'est pourquoi? Ce sont des broutilles. Donc, c'est pourquoi je reviens sur le cahier de charges de la CAF. Il faudrait que la CAF revoie son cahier de charges. Parce que les pays africains ne peuvent pas faire face à toutes ces dépenses. Bon, bien sûr, aujourd'hui, il parle d'une co-organisation, même dans le cadre de la co-organisation. Quels sont les pays qui peuvent faire face? La manne pétrolière n'est plus là. Et il faudrait qu'on se le dise, la manne pétrolière qui avait permis à la Guinée équatoriale d'organiser une compétition de cette envergure, mais pas avec des stades de 40 000 places. Parce que le problème de ces stades se pose par la suite. On l'a vu en Afrique du Sud, après la Coupe du Monde, l'utilisation de ces stades. À quoi servirait-il? Comment est-ce qu'on va donc rentabiliser? Lorsque vous regardez le taux de remplissage de nos stades, quand il y a notre championnat domestique, vous vous rendez compte que ça ne peut même pas faire le quart. À partir de ce moment, vous allez rentabiliser ces investissements. Comment? À côté des infrastructures sportives, il y a les voiries urbaines qui devaient également être aménagées dans la perspective de cette CAN 2019. Bafoussam, qui est le cas le plus illustratif de la situation dans laquelle se trouvent les chantiers relatifs aux voiries urbaines. Comment expliquer que le Cameroun peine à avancer sur l'aménagement routier? Pourtant, c'est l'une des priorités du budget chaque année, chaque fois que le gouvernement vient à le défendre devant le Parlement. Mais il n'y a pas que Bafoussam. Prenez ici le cas de, comment ça s'appelle encore, Japoma. La route qui va à Japoma, vous la voyez là? Elle est encombrée 24 sur 24. C'est une ruelle. Vous ne pouvez donc pas construire un stade tel que celui de Japoma en ne prévoyant pas. C'est des infrastructures routières
viables, normales, c'est-à-dire qui peuvent permettre une grande circulation et qui peuvent permettre la fluidité. Parce que sinon, s'il n'y a pas fluidité, mais le temps de partir d'ici chez vous, là, pour aller au stade de Japoma, vous voyez tout ce temps que vous allez perdre. Peut-être que vous arriverez quand le match sera déjà terminé. Est-ce que l'aménagement de la pénétrante Est est-elle suffisant? Est-ce que c'est suffisant pour pouvoir arriver à répondre à ce besoin de fluidité dans le transport? Vous savez, moi, je vais vous surprendre. Je suis revenu de Yaoundé hier par bus. Nous avons passé au moins 20 minutes. Après, il y a ça. On a passé au moins 20 minutes. Donc, ça veut dire que cet aménagement n'est pas réussi. Pour partir de là, c'est bien après, il y a ça, hein, après Tradex, là, bien après Tradex, nous avons passé au moins 20 minutes pour partir de là jusqu'à l'aéroport. Jusqu'à l'as de l'aéroport. Donc, vous voyez que ça veut dire que cet aménagement même n'est pas réussi. Parce que vous ne comprenez pas pourquoi. Au départ, on nous a dit qu'il y aurait cette route-là qui irait jusqu'à Yassa. Mais regardez, voyez là où on l'a arrêté. Et ça crée notre encombrement. Ça crée notre encombrement. Comment pouvez-vous donc aller suivre un match à Japoma lorsque vous devez passer près de 30-45 minutes pour y arriver? Vous arriverez, c'est ce que je veux vous dire, quand le match serait même déjà terminé. Bon, maintenant, voilà les conséquences. C'est que même l'entretien de ces bâtiments, ce sera de l'argent. Parce que ça ne s'arrête pas là. Si nous acceptons, comme le gouvernement a semblé le dire, le gouvernement a ses raisons, que nous sommes prêts pour 2021, ça veut dire qu'en mars, date de finition de ces infrastructures, jusqu'en 2021, mais il faut une maintenance. L'argent viendra d'où? Vous voyez? Puisque la CAN ne sera pas responsable de ces investissements, c'est en 2021 que la CAN va prendre ces investissements, le temps de la compétition. Pendant tout ce temps, vous devez les maintenir en l'état. Ça va se passer comment? Il y a un secteur d'activité où il y a eu également de nombreux investissements, le secteur de l'hôtellerie, qui a vu ces différentes structures connaître des aménagements dans la perspective d'accueillir à la fois la délégation officielle des équipes africaines, mais aussi ces milliers de spectateurs amateurs de football venant de 24 pays africains pour assister à cette compétition qui finalement a été retirée au Cameroun. Quelles sont les conséquences du retrait de l'organisation de la CAN? Quel impact sur le secteur du tourisme et de l'hôtellerie? Vous savez que la rentabilité pour le Cameroun était basée effectivement sur ses revenus du tourisme. C'est ça la rentabilité. Le Cameroun misait sur le développement de son tourisme pour pouvoir rentabiliser ses investissements. Bon, est-ce qu'on aurait pu? Est-ce qu'on n'aurait pas pu? Toujours est-il dit que ce volet, on va l'oublier. Vous venez de parler de ceux qui se sont endettés. Ils se sont endettés pour construire des hôtels dignes du cahier de charges, des exigences de ce cahier de charges de la CAF. Mais aujourd'hui, on vous dit qu'il n'y a plus de CAN. Mais que feront-ils? Que feront-ils de tous ces investissements? Parce que les prix qui seront appliqués en attendant 2021 seront nos prix domestiques. Ce ne seront plus les prix à l'international. Je ne sais pas si vous me comprenez. Vous voyez, ce ne seront plus les prix à l'international. Comment vont-ils rembourser les crédits qui leur ont été octroyés par quelque organisme que ce soit? C'est ça le problème aussi. Vous voyez que de ce côté, il y a une perte en emploi. Ils ne pourront plus embaucher tel qu'ils avaient prévu. C'est plus possible. Ils vont essayer de bricoler en attendant 2021, mais pourront-ils tenir jusqu'en 2021? Pourront-ils tenir ces hôtels en l'état jusqu'en 2021? C'est ça la question. Donc vous voyez que les pertes au plan économique sont énormes. Prenez tout simplement la femme qui vous vend des arachides ici tous les jours. Vous voyez un peu le volume qu'elle aurait pu faire avec la CAN. Tous ceux-là qui se sont lancés dans le flocage de nos maillots ou des maillots des autres. Vous voyez un peu des accessoires, des gadgets et accessoires. Les artisans Bamoun qui espéraient faire un grand boom, faire connaître le sultanat, etc. Et regardez,
Vous imaginez les pertes? Les pertes sont énormes. Les pertes sont énormes. Surtout que le gouvernement lui-même devra faire face au remboursement de ces crédits à partir de maintenant. L'argent viendra d'où? Ça n'a pas été prévu. Il y a un dernier emprunt obligataire qui a même été effectué dans la perspective de pouvoir financer le parachèvement de ces infrastructures sportives et hôtelières et routières prévues dans le cadre de la CAN. Près de 107 milliards qui devaient être destinés à ces projets. Qu'est-ce que tout cet argent va désormais devenir au moment où il y a ces critiques sur les initiatives mises en place de façon initiale par le gouvernement pour préparer et organiser cette CAN? Le gouvernement est obligé de terminer ces infrastructures. Le gouvernement est vraiment obligé de les terminer. Parce que sinon, nous aurons, comme dans la Rome antique, quand nos enfants passeront, ils diront, oui, ici on voulait construire un stade. Ce sera comme les pyramides de Rome. Donc le gouvernement est obligé de terminer la construction ou la mise sur pied de ces infrastructures. 2021, jusqu'en 2021, nous pouvons encore espérer, si l'organisation est bien mise sur pied maintenant, qu'on pourra donc nous mettre des infrastructures routières dignes de ce nom pour nous permettre d'aller à ces stades, qu'on va nous mettre en place un championnat domestique digne de ce nom, qui peut faire en sorte qu'il y ait influence au cours des matchs. Et nous avons cette capacité. Parce que vous avez certainement suivi la Coupe du Cameroun. Vous avez vu que c'était un match de très très haute facture. Donc ça veut dire nos jeunes sont capables de nous offrir des spectacles dignes de ce nom. Mais il y a encore cette organisation de notre société sportive qui gêne. Cette organisation de notre société économique qui gêne. D'aucuns estiment que c'est l'intrusion du politique et du gouvernement dans la gestion spécifique de certains dossiers qui compliquent la capacité du Cameroun à pouvoir organiser un tel rendez-vous sportif. Vous savez, c'est que notre gouvernement pêche aussi par une chose. Le gouvernement ne sait pas externaliser ses fonctions. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire qu'on peut identifier un secteur bien précis. Par exemple, cette affaire de l'organisation de la CAN. Et le gouvernement associe des cabinets compétents, vous comprenez, pour lui confier les fonctions qui en réalité sont les siennes. Puisque l'organisation d'une compétition comme la CAN est une organisation qui n'est dotée que des fonctions régaliennes. Mais le gouvernement, et partout ça se passe. Lorsqu'il y a des événements tels que cela, attendez, ce n'est pas le ministre des Sports qu'on va appeler. En France, on va appeler Platini. Vous comprenez? Lorsqu'il y a une organisation telle que celle-là, vous voyez que la FIFA même parfois appelle Pelé. Donc, le gouvernement doit comprendre qu'à un certain niveau d'organisation, il faut externaliser ses fonctions si on veut vraiment que le succès... Parce que les cabinets auxquels on va confier cette organisation seront responsables, non seulement devant le peuple, mais devant le gouvernement. Tandis que le fonctionnaire du gouvernement n'est pas responsable devant le peuple. Voici ce qui se passe aujourd'hui. Il n'est responsable que devant celui qui l'a nommé. C'est tout à fait différent. Et ce problème des mécanismes de contrôle des différents chantiers en cours d'exécution, ce problème s'est posé avec acuité durant la réunion de crise qui s'est tenue dans les services du Premier ministre. Comment expliquer cela? Pourtant, il y a un ministère des marchés publics, il y a des organes de contrôle, de gestion des différents projets au Cameroun. Que s'est-il passé pour le cas de la CAN? C'est simple, c'est ce que je vous ai décrit. Ils n'ont pas voulu confier la gestion à d'autres personnes. Ils se sont accaparés. Et comme on dit chez nous, que, vous savez, j'ai été dans la fonction publique. Je sais un peu comment ça se passe. Ça se passe comment, concrètement? Ça se passe que le fonctionnaire à qui on cote le dossier, lorsque vous avez même un projet, on vous dit on met en place un comité interministériel. Et vous y trouvez des ministères qui n'ont rien à voir avec le projet. Ils n'ont rien à voir avec le projet, mais on vous dit comité interministériel. Moi, je dis la solution, c'est à l'externalisation des projets du gouvernement. Confier ces projets à quelques cabinets, comme maintenant, vous avez encore vu, on dit jusqu'en 2021, on remet en place
les mêmes comités, comité interministériel pour la gestion des équipements de ces infrastructures jusqu'en mars 2019. Est-ce que ces mêmes structures peuvent réussir là où elles ont échoué aujourd'hui? Elles ne peuvent pas, puisque ces blocages sont évidents. Tant que le premier ministère aura son secrétariat général qui a un œil sur l'aspect stratégique et opérationnel, la présidence aura son secrétaire général qui a un œil sur l'aspect stratégique et opérationnel, ça ne marchera pas. Il faudrait sortir. Il faudrait sortir. C'est pourquoi je parle d'externalisation. Ailleurs, ça se fait. Ailleurs, ça se fait. On confie à des cabinets spécialisés et on leur donne, on définit leur cahier de charges et la feuille de route et on leur dit, voici ce que nous attendons de vous. Et ces cabinets ont le devoir de mettre en place une organisation telle que la CAN. La CAN 2021 qui pourrait être attribuée au Cameroun, c'est en tout cas ce qu'a déclaré le président de la Confédération africaine de football. Il faut préciser que durant ces 4 dernières années, les Camerounais ne se sont pas sentis assez impliqués dans l'organisation de la CAN 2019 qui finalement a été retirée au Cameroun. Comment faire pour davantage impliquer les Camerounais afin qu'ils s'approprient l'organisation de l'édition 2021 et qu'ils puissent voir les retombées économiques, sociales et politiques de cette CAN? C'est ce que je viens de vous dire, Cédric. Il faudrait que ça sorte de ce carcan de l'État pur et qu'on externalise cette fonction, cette organisation, qu'on la confie à des cabinets. Ces cabinets auront pour devoir de nous organiser une CAN digne de ce nom. À partir de ce moment, le peuple s'y sentira impliqué. Mais tant qu'on va maintenir cela, et comme ça se fait là, vous avez vu que le Premier ministre il a encore mis en place un comité, tant qu'on va continuer tel que nous sommes en train de le faire, les mêmes problèmes produiront les mêmes effets. Et ça ne marchera pas. Il faudrait qu'on fasse attention. Merci Paul-Alphonse Sopor. Je précise que vous êtes ancien député et économiste. Mesdames, messieurs, c'est la fin de cette émission. Merci de l'avoir suivi. Rendez-vous dans une semaine pour une nouvelle édition de Tendance économique.